que tu deviens un vieux con quand tu pars du principe que si les jeunes font pas pareil que toi, c'est qu'ils se trompent et voilà, je pense qu'il faut être juste curieux, ouvert, observer, essayer de comprendre et puis même quand tu comprends pas, de te laisser glisser dans le moule du truc et puis Oh voilà. yeah, I know this one. Monsieur Aurélien, comment il va? Salut Manu. Tu Ça vas va bien? très bien, carrément. Tu sais que t'es mon premier invité de l'année? C'est pas vrai. Si, Aïe, aïe, aïe. j'avais envie, j'avais besoin. Mais ça fait longtemps qu'on doit faire cet épisode-là. Ah, ça fait très longtemps, ouais. Je t'ai attendu. Mais tu sais qu'il est venu parce que il faut le savoir quand même. Les gens qui nous écoutent, vous savez peut-être pas comment ça s'est passé. Mais tu m'avais dit, Manu, j'aime bien. Manu, on se voit quand? Tu m'as envoyé des messages, tu m'as envoyé des dates et tu m'as dit, bon, on le fait quand? Et ensuite, on s'est vu en décembre et tu m'as dit, bon, là, c'est bon. C'est ça, tu m'as teasé, tu m'as dit, ouais, je vais t'inviter sur mon podcast, machin, et puis après, t'as arrêté de me donner des nouvelles. J'ai cru que tu me ghostais complètement, et du coup, j'ai fait le gros forceur, et ça marche. Voilà. Ça marche. Alors, bienvenue à tous dans ce premier épisode de l'année 2025 du Grand Écart. Aujourd'hui, Aurélien, je te reçois. Je ne dis rien pour le moment, je garde encore le secret. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt à répondre à mes questions. Je suis prêt à répondre à tes questions. Je suis impatient de savoir quelles seront les questions surtout. Parce que tu ne sais rien pour le moment. Je ne sais rien. Alors, deux petites choses qu'il faut que tu saches dans l'émission. La première, authentique, sans langue de bois. Le but, en fait, c'est de partager véritablement ton expérience, ce que tu vis, ta vision des choses. La deuxième, il est possible que quand tu expliques des choses, les gens qui nous écoutent actuellement envoient des commentaires et bien sûr, s'ils ont des questions, j'imagine que tu prendras plaisir à leur répondre. Évidemment, ça te va? Carrément. Allez, on est parti, on rentre dans le vif du sujet. Ma première question, Aurélien, si tu devais te présenter, s'il te plaît, en une image, tu me dirais que t'es quoi? Voilà, en une image, je sais pas, un paysage de montagne. Pourquoi? Parce que le calme, la sérénité, et puis parce que c'est le genre d'image que j'aime regarder. Ok, très bien. C'est un peu bateau, hein, mais elle marche, elle fonctionne, OK, fonctionne. ça va. Ok, la deuxième, toujours pareil dans la présentation. Si tu devais donner envie aux gens qui nous regardent de te rencontrer, tu dirais quoi? Bah, que s'ils me rencontrent pas, ils vont rater quelque chose de très important dans leur vie. Voilà. Ok, maintenant plus concrètement, t'es qui? Et bah, je suis Aurélien Delbecq, j'ai 2 enfants, passé 40 ans et puis voilà, une vie de famille et une vie professionnelle, et un beau jonglage entre les 2 et donc professionnellement, je dirige une association qui gère, une salle de concert, des studios d'enregistrement et beaucoup de projets autour des musiques actuelles, à Dunkerque. C'est pas mal. En plus, tu nous fais un teaser parce que tu ne donnes pas le nom de la salle. Non, je donne pas le nom. Si, c'est les 4 écluses. D'accord. Alors, avant de rentrer dans ta thématique de boulot, tu sais que la thématique du podcast, c'est le grand écart. Concrètement, c'est quoi le lien entre ce que tu fais aujourd'hui et Aurélien qui est en face de moi? C'est une passion? Il y a quelque chose? Ouais, c'est, je sais pas, j'ai assez vite, été happé par le monde de la musique, avec différentes casquettes et puis c'était assez évident que c'était dans ce milieu-là que j'avais envie d'évoluer et de travailler et en fait, c'est un travail mais effectivement, c'est un travail un peu passion, les choses, évoluent, mais c'est beaucoup de plaisir et de créer des moments où les gens, passent des bons moments, c'est un peu, ça, qui est intéressant donc c'est un peu ça le lien entre, ce que je suis et ce que je fais. Mmh. Après, je suis pas un spécialiste du grand écart, j'ai fait de la gym quand j'étais jeune, mais j'ai pas beaucoup de reste. D'accord, ok. Là-dessus, qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour rentrer dans ce domaine? Parce que j'imagine, enfin, la musique, tout le monde en écoute, mais de là à en faire son métier ou tout simplement à vouloir en fait s'occuper d'une structure, c'est quoi le lien? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, il y a pas vraiment eu de déclic, je sais pas, c'était assez naturel, en fait. Je me suis voilà, après j'ai baigné dans un monde avec beaucoup de culture, avec beaucoup de curiosité artistique et cetera et puis, à l'adolescence, je me suis plongé dans la musique, comme une espèce de fenêtre, sur le monde, en tout cas et puis j'y ai trouvé plein de choses qui m'ont fait du bien, qui m'ont fait plaisir, qui m'ont aidé à passer l'adolescence, qui est une période un peu Mmh. particulière
Et du coup, voilà, la musique m'a toujours accompagné et donc en fait, ça a été assez naturellement que, bah, derrière, j'ai fait de la musique, ça a été un beau mode de socialisation, avec, des copains et cetera et puis de fil en aiguille, de la musique, des tournées, des rencontres, et puis, voilà, la découverte d'un univers, de plein de métiers et puis d'un métier, passion avec, tous ses avantages et tous ses inconvénients. Ah, j'aime bien les 2, j'ai entendu ça. Alors, est-ce que tu me dis que la musique t'a happé en fait, que il y a pas de déclic. Là-dessus, tu étais quoi? Est-ce que tu étais quelqu'un qui écoutait et qui était consommateur de musique? Ou est-ce que tu étais un artiste d'une certaine manière dans la manière dont peut-être que tu faisais un instrument ou peut-être que tu dansais, on ne sait pas? Alors j'ai très vite été, ouais, gros consommateur de musique, et j'ai pratiqué aussi un petit peu. J'ai pratiqué la batterie. En fait, c'est un peu bizarre, j'aurais peut-être dû dire ça dans la question d'avant, mais ma rencontre avec la musique, elle a commencé un peu par un rendez-vous manqué. Mmh. Parce que quand j'étais tout petit, voilà, mes sœurs apprenaient des instruments au conservatoire et donc ça allait de soi que moi aussi je devais apprendre un instrument. J'avais décidé que j'avais envie d'apprendre le violon Mmh. et dans la petite ville, d'où je viens, bah, voilà, il y a un petit conservatoire et puis, à l'époque, c'était encore très traditionnel, donc il fallait passer par 2 années de solfège. Donc j'ai fait 2 années de solfège, Oh là là. la grande punition, pour rentrer dans la musique et au bout de 2 années de solfège que j'ai fait dans le but de pouvoir faire du violon, quand j'ai voulu faire du violon, il y avait trop de candidats pour le nombre de places et on m'a recalé, vite fait dans un couloir en regardant mes mains et en disant: «Tu as les mains trop petites, tu pourras jamais faire du violon». OK. Et Et du coup, ça m'a beaucoup frustré, pendant longtemps et peut-être qu'aujourd'hui, mon souhait de transmettre l'accessibilité de la musique vient un peu de cette frustration, ancienne. J'en sais rien, c'est peut-être une psychanalyse à faire, derrière et donc j'ai eu une longue période, sans musique entre vraiment l'enfance et l'adolescence et à l'adolescence, j'ai commencé à écouter beaucoup de musique et à me dire: «Bah, ce serait cool de jouer de la musique». Donc du coup, je me suis mis à apprendre la batterie mmh. et puis, comme je faisais de la batterie, on a fait un groupe avec les copains et puis et cetera et cetera. Mais après je ne joue plus du tout, de batterie. J'ai la chance de fréquenter au quotidien des gens qui sont bien meilleurs que moi et qui Ouais, m'ont vite permis de me rendre compte que c'était pas pour toi. laissons les gens qui savent, faire les choses qu'ils savent. Moi, dans ma tête, quand je joue de la batterie dans ma tête, c'est merveilleux. Ouais. Par contre, quand ça se concrétise, j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. Donc je laisse les gens le faire pour moi. Il y a des gens qui le font tellement bien que c'est un plaisir de les écouter plutôt que d'essayer de les singer. Genre, tu un peu le dans ta tête, tu Phil Collins et en Voilà, vrai, tu pas je vraiment suis Phil Collins. plus Phil que Collins. Voilà. Alors, là-dessus, moi, je vais rentrer dans le vif du sujet. Tu me parles de ton amour de la musique depuis tout à l'heure, mais concrètement, aujourd'hui, tu es, responsable de la structure, des 4 Écluses. Hyper rapidement, si tu dois me donner, un peu le parcours, d'Aurélien, comment ça se fait que tu es arrivé là? Qu'est-ce que tu as fait avant, en fait? Mais par contre, tu pas longtemps, tu as exactement OK. moins d'1 minute pour me le faire. OK et ben, j'ai fait plein de trucs. En fait, comme je le disais, j'ai fait de la musique, j'ai fait des tournées. Après, j'ai accompagné d'autres groupes dans des tournées. Comme j'avais des copains qui faisaient de la musique, mieux que moi, je me suis dit à un moment: «Tiens, je vais monter un label». Donc j'ai monté un label pour sortir la musique de mes copains. Puis derrière, ils m'ont dit: «Est-ce que tu veux être notre manager?» Du coup, je suis un peu devenu manager aussi et puis je les ai accompagnés en tournée. Du coup, je me suis retrouvé à être aussi, chauffeur, éclairagiste, manager, nounou, et cetera et voilà, j'ai fait plein de choses et ça m'a permis de rencontrer plein de gens et après quand j'ai eu fini mes études, que j'ai pas fait très assidûment parce que je faisais tout ça à côté, bah, voilà, j'ai cherché du taf, j'avais rencontré des gens et ça m'a permis de vite m'engouffrer sur un poste que j'avais pas du tout envie de faire, qui était de la communication, Mmh. mais dans une structure culturelle qui défendait des valeurs et des projets artistiques qui me plaisaient et puis voilà, de fil en aiguille, c'est un peu comme ça que les choses se sont faites et j'ai découvert les différents métiers. J'ai découvert ce que j'aimais le plus faire. À la base, je voulais pas faire du tout, directeur comme je le fais aujourd'hui. Mais voilà, j'ai découvert des choses, j'ai découvert que ce qui m'attirait au début était en fait pas vraiment ce que j'avais envie de faire et puis voilà. OK, bon, c'est bon, tu tenu le délai, on est bien. On rentre dans les véritables questions. Tu dans un univers, dans lequel tu fais vivre des expériences. Tu m'as parlé de sociabilité tout à l'heure. Aujourd'hui, toi qui as une expérience maintenant, ça fait quoi? 10?
Ça fait 7 ans que je suis 7. ici, ça fait, 20 ans que je bosse dans le secteur, Ah quoi. voilà, donc 20 ans dans le secteur. Comment tu vois, le grand écart au sein de la consommation? En fait, des contenus, des événements et des contenus musicaux, que tu as pu voir dans les structures que tu as tenues et que tu tiens encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que les gens consomment de la même manière? Qu'est-ce que tu vois comme, différence de comportement et d'attitude? Ah bah là, clairement, on part sur un sujet, il y a eu tellement de révolutions, à l'échelle de ma petite existence, c'est incroyable. Je veux dire, on est passé des CD, au téléchargement illégal, puis au streaming, donc le rapport à la musique est plus du tout le même. À notre époque, heu, quand on arrivait à avoir assez d'argent pour acheter un CD, Mmh. on l'achetait et puis on l'écoutait, 250 fois. Maintenant, les jeunes, ils écoutent, 30 secondes d'une chanson parce qu'ils aiment bien comment ça sonne. Ils savent même pas le nom de l'artiste et voilà, il y a plein de choses qui ont changé, mais il faut pas avoir un regard de vieux con là-dessus. Donc voilà, on essaye en permanence de s'adapter à ces nouveaux modes de consommation. Le rapport au concert, n'est plus le même, voilà, avant les gens qui pratiquaient la musique avaient, la finalité, c'était un peu de faire des concerts. Mmh. Aujourd'hui, il y a des gens qui pratiquent la musique avec juste l'envie de sortir des titres et de faire des belles images et qui ne pratiquent plus le concert. Hem les plus jeunes, en tant que spectateurs, ont l'habitude de voir des concerts sur YouTube, plus que de se déplacer dans les concerts. Donc il y a un rôle de pédagogie, d'apprentissage autour de ça, qui est assez intéressant. Les choses ont complètement changé, mais c'était chouette avant et c'est chouette maintenant, pas de la même manière, quoi. Mais alors, par rapport à ça, comment toi, en tant que directeur de structure, parce que les 4 Écluses, vous êtes, enfin la structure à Dunkerque, qui est, la plus éclectique en termes de programmation musicale. Je sais que toi, ton but, pour, avoir pu échanger avec toi et ton équipe, c'est d'innover énormément. Comment tu réussis, en fait, à faire le pont entre, cette communauté que tu as vécue, ces artistes qui ont des a priori par rapport au fait de passer sur scène, de ne pas passer sur scène et des besoins aussi, du public aujourd'hui qui sont différents? Comment tu mixes tout ça? Et bah, c'est le travail de tous les jours, de la super équipe qui m'entoure. On essaye plein de trucs, on se donne le droit de se planter aussi, c'est hyper important et on y va au feeling. On essaye d'être beaucoup à l'écoute, des gens, de leurs envies, de leurs attentes, que ce soit les artistes, que ce soit les publics. Voilà, on essaye d'être à l'écoute et de trouver les bons compromis et les bonnes choses. On essaye plein de trucs tout le temps et voilà, c'est plutôt chouette et le tout, c'est de travailler aussi dans un rapport de confiance, dans un rapport de fidélité, voilà, on a aussi, dans pas mal de choses, un rôle de prescripteur qu'il faut savoir, assumer. C'est-à-dire Mmh. que des fois, on est un peu trop, sans être prétentieux, on est un peu trop en avance sur notre temps et on fait des trucs où on se dit: «Ah merde, en fait, peut-être que tout le monde n'est pas prêt à ça» et puis, on l'aurait fait 6 mois après, Ça aurait marché? ça aurait T'as un marché exemple et en tête de ça? Pour voir un peu? moi, j'ai pas des enfin, j'ai 10 000 exemples, j'ai 10 000 exemples de ça, mais c'est vrai que tu dois prendre en compte plein de paramètres quand tu fais des propositions artistiques. Il y a un rapport à la sociologie du territoire, quel est le niveau de connaissance, de curiosité, de culture, de revenus de la population et cetera. Voilà, on est, tu vois, typiquement à Dunkerque, on est sur un territoire où les gens ont pas du tout les mêmes attentes artistiques que sur une grande métropole, Mmh. où tout le monde va être à la pointe. On sait qu'il y a un petit temps de décalage, et qui est pas grave et c'est pas du tout méprisant. C'est juste Mmh. qu'à un moment, il faut le prendre en compte parce qu'en fait, sinon, tu déboussoles les gens et tout le monde te dit: «Mais qu'est-ce que vous faites? On comprend pas ce que vous faites». Donc, il y a ça. Après, il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est que on essaye de toucher plusieurs générations, mais le rapport à la musique est tellement quelque chose d'intime que et les choses bougent tellement vite aujourd'hui que tu vas vite renvoyer des gens, au fait qu'ils peuvent être un peu has-been. Mmh. Notamment, tu vois, voilà, quand tu es jeune, tu vas dans des concerts, tu écoutes vachement de musique et après, quand tu passes, 30-40 ans et que tu as d'autres aspects de ta vie qui se développent,
tu as tendance à réécouter les trucs que tu écoutais, Ah ouais. à l'époque et pas être forcément au fait de tout ce qui se fait et c'est pas grave. Sauf que, bah, du coup, voilà, il y a des gens qui viennent nous demander de programmer des trucs qui plaisaient aux gens il y a 10 ans et en fait, aujourd'hui, ça ne plaît qu'à eux parce qu'ils sont dans un rapport de nostalgie et c'est super. Mais nous, on peut pas programmer ça parce qu'en fait, ça ne va plaire qu'à 3 personnes, qui sont nostalgiques de l'époque où ils écoutaient ça. Donc c'est trouver un peu le grand écart Mmh. entre tout ça, tu vois? Hop, c'est vraiment arriver à trouver, des équilibres, en fait et il y a des choses qu'on fait où on sait qu'on va remplir, il y a des choses qu'on fait, on sait très bien qu'on va pas remplir, mais on pense que c'est important de défendre à un moment certaines choses, dont on sait que, dans pas longtemps, ça va être, le next big thing Mmh. et que, du coup, c'est bien de l'avoir fait et il y a des artistes qui sont passés chez nous sur lesquels, on a eu du mal à remplir et Mmh. aujourd'hui, ils remplissent des zéniths en un claquement de doigts et c'est super et on a donné l'opportunité à des gens de les voir, dans une salle petite, intimiste et Mmh. aujourd'hui tu les reverras plus dans des conditions comme ça, donc c'est cool. Mmh. Là-dessus, ça m'amène une autre question sur encore une fois, la manière de voir les concerts parce que comme tu tentes des expériences, tu vois des choses. Comment les gens aujourd'hui vivent les concerts? Tu sais, on voit une grosse hype sur les concerts où les gens sortent leur téléphone et où en fait, plutôt que de vivre le moment, en fait, ils filment ce qui est en train de se passer. Toi, qui au quotidien, fais des concerts et des événements, qu'est-ce que tu as vu comme changement par rapport à la consommation et qu'est-ce que tu penses, en fait, de cette nouvelle tendance? En fait, avant, tu avais vraiment, des gens qui étaient fans de musique et fans de l'expérience concert et qui, du coup, allaient être très fidèles à une salle de concert parce qu'ils allaient se reconnaître dans la ligne et cetera et qui allaient un peu tout voir, que ce soit, des choses qu'ils connaissent, des choses qu'ils connaissent pas. Avant, il y avait, une curiosité qui, n'a pas disparu, mais qui est, moins répandue, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens s'attachent plus à un artiste et il y a certains concerts, quand on les annonce, heu, il se passe pas grand-chose et quand l'artiste, lui, va poster sur ses réseaux: «Tiens, je viens jouer à Dunkerque, machin», d'un seul coup, on voit que les gens suivent plus l'artiste que la salle de concert. Mmh. Donc on doit s'adapter à ça, et ça change un petit peu la donne et effectivement, il y a des nouvelles générations qui, voilà, qui ont l'habitude de filmer tout ce qu'ils font, donc y compris quand ils sont dans les concerts. Mais en fait, moi, je retrouve dans ces concerts, notamment sur les «musiques urbaines» entre guillemets, sur le rap, qui est là où on a les publics les plus jeunes, je retrouve des gamins qui viennent à leur premier concert en vrai, qui ressentent cette sensation qu'on a connue quand on a fréquenté nos premiers concerts et qui prennent un plaisir fou. Hem et donc le gros enjeu, c'est d'arriver à les faire venir. Une fois qu'ils sont là, il y a pas de souci, ils découvrent que l'expérience concert, c'est une expérience, que tu peux pas vivre en vidéo, de la même manière que quand tu es dans la salle avec les vibrations, avec les gens à côté de toi que tu connais pas, mais avec qui tu partages quelque chose Mmh. et c'est ça qui est vraiment important. C'est le côté vraiment, épiphanique, fédérateur, du concert où en fait, il se passe un truc pendant un moment que tu partages avec une communauté de gens que tu n'identifies pas et c'est pas grave et tous vous avez vécu la même chose. Mmh. Une sorte de flow, en fait, un moment un peu, hors du temps, dans lequel tu Ouais, vis quelque chose d'exceptionnel. ouais, c'est ça et je pense qu'on a tous des souvenirs, de concerts où voilà, c'est des choses qui restent gravées en toi et c'est des choses qui t'apprennent aussi, beaucoup de choses, dans la vie. Moi, je dis souvent que, un peu par provocation, mais que nous, on utilise la musique comme une espèce de porte d'entrée pour défendre un peu notre vision du monde et de la société et cetera. Mais il y a un côté où c'est vraiment comme ça, parce que, parce que c'est des moments de plaisir et que dans un moment de plaisir, les gens sont enclins, à réfléchir, à discuter, beaucoup plus que, autour d'un repas de Noël avec le tonton, qui fait, des sorties un peu, des sorties de route un peu désagréables et voilà, donc c'est des moments aussi où on peut être entre plein de gens différents et s'entendre et se rendre compte que, bah, en fait, ouais, c'est cool, on est des gens différents, mais en fait, on peut partager des choses et ça, c'est hyper important. Tu es en train de me dire, en fait, que les concerts, au-delà du flow, vont amener à un principe de vivre ensemble, qui peut être beaucoup plus fort que ce qu'on peut imaginer. Ah bah, moi, c'est ma vision des choses, ouais.
Forcément, alors à l'échelle d'une salle de concert, mais quand tu vois à l'échelle d'un festival où tu as plusieurs milliers de personnes qui se retrouvent, qui passent 2 jours ensemble, alors que c'est des gens qui n'ont rien à voir et cetera et que, bah, ça se passe bien parce que tout le monde est content d'être là, Mmh. bah, forcément oui, l'expérience concert, pour moi, elle défend, tout le contraire de ce que défendent, les gens qui voient la société, morcelée et cetera. C'est vraiment, tu viens comme tu es Fais et puis attention, hein, McDo. ouais, ouais, désolé. Non, je pensais plutôt à Nirvana, mais voilà. Non, mais voilà, enfin, c'est vraiment un truc de et personne n'est là pour te juger, machin. Tu viens dans un concert, tu partages un truc et c'est cool et tu rentres chez toi et tu as des souvenirs gravés dans la tête et c'est trop bien. En tout cas, quand on parle, on voit le smile sur le Ah visage, ouais. donc on sent que c'est vrai. Là-dessus, j'ai envie de faire un parallèle. Tu sais que les mondes, même s'ils sont différents, sont proches. Tu m'as parlé tout à l'heure, il y a quelque chose qui a titillé ma curiosité. Tu m'as dit, oui, Manu, en fait, l'attachement et l'engagement à la salle n'est plus le même qu'avant et qu'aujourd'hui, il s'attache à l'artiste. Alors moi, la question que j'ai envie de te demander, un peu comme dans une entreprise, comment tu réussis à créer de l'attachement et de l'engagement auprès de cette communauté pour la salle et pas non plus juste pour l'artiste? Bah, en fait, c'est tout le travail qu'on mène, forcément, avec mon équipe et on a beaucoup bossé là-dessus, en fait, parce que, effectivement, on est sur des propositions nous, on est une salle de 300 places, donc on est sur des propositions artistiques, qui, ne sont pas forcément connues du plus grand nombre et donc tu vas toucher, quelques personnes un peu pointues qui suivent ce qui se passe. Mais si tu veux remplir ta salle, à un moment, faut que tu établisses un rapport de confiance, avec des gens qui vont venir par curiosité, qui vont te faire confiance sur ton rôle de prescripteur et cetera. Donc, voilà, on a beaucoup travaillé autour de la notion de convivialité, de comment on accueille les gens. Au sens large, c'est-à-dire que comment on accueille les gens, c'est aussi accueillir les artistes, parce qu'un artiste, s'il est bien accueilli et ben, il va pas faire le même concert que s'il est mal accueilli, mais aussi comment on accueille le public dans toute sa diversité, et tous les gens d'un public n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas les mêmes besoins, donc c'est comment tu arrives à créer un espace, safe pour tout le monde, où tout le monde se sent bien, où personne ne se sent jugé et où tout le monde peut assumer, voilà, ses spécificités et côtoyer des gens qui n'ont pas les mêmes spécificités et se sentir bien. Donc c'est le smile à l'accueil, c'est aussi la déco, c'est aussi, voilà, là, par exemple, on met en place, des marches exploratoires. Alors c'est un concept, qui a été, théorisé et appliqué qui en fait, tu prends un échantillon de personnes que tu fais venir dans ton lieu et aux alentours et qui chacune, chacun te confie leurs ressentis, les points où ils se sentent bien, les points où ils se sentent pas bien et cetera et avec ça, derrière, toi, tu essayes d'améliorer les choses parce que, bah, voilà, s'il y a une femme qui te dit: «Bah, là, pour arriver dans votre salle, je passe dans un endroit qui est un peu sombre où je me sens pas en sécurité, donc ça me donne moins envie de venir au concert». Bah, OK, on va trouver un moyen pour que vous vous sentiez en sécurité et on va changer des choses. On est en permanence en train de re-questionner les choses et de le faire de la manière la plus humble possible, mais pour pouvoir vraiment arriver à ce que un maximum de gens aient envie de venir, se sentent bien quand ils viennent. Voilà, les entreprises ont beaucoup misé sur l'expérience client ces dernières années, c'est pas pour rien. Mmh. C'est parce qu'en fait, si tu viens une fois et que tu passes un super moment, même si le concert que tu as vu, t'aurait plu moyennement, si tu as passé un super moment, tu vas donner une deuxième chance. Mais si tu viens et que tu es mal accueilli et qu'en plus le concert te plaît pas trop, ce qui peut arriver, nous on est sur des propositions un peu émergentes et voilà, donc le but c'est pas que ça plaise à tout le monde, mais c'est que les gens viennent se confronter à quelque chose et il y a rien de mieux de toute façon que de pouvoir discuter de: «Ça m'a plu, ça m'a pas plu, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu?» Si tout le monde est d'accord, sur le fait que c'est génial, ça marche pas, en fait, parce qu'il y a pas de lien. Donc voilà, c'est travailler tout ça, autour vraiment de la notion de convivialité et on a fait le choix, d'y consacrer un poste, Mmh. de quelqu'un qui a une mission de chargé de Ah convivialité, ouais? qui n'est pas, un poste de happiness officer et cetera, hein. Chef happiness Voilà, officer. c'est ça, non, on n'est vraiment pas là-dedans. On est vraiment dans, consacrer du temps à réfléchir à comment on accueille les gens,
Comment, en fait, sur les 3 phases, sur le qu'est-ce qui se passe avant qu'ils viennent. Donc ça va de réfléchir au processus de comment tu prends un ticket, et cetera, et les informations qu'on peut envoyer avant. Ça va sur le pendant, comment tu es accueilli quand tu arrives, et cetera, et comment tu vis ton concert, et le après, c'est-à-dire quel lien on va tisser après le concert avec les gens qui sont venus, et cetera. Qu'est-ce qu'on va proposer? Comment, quelqu'un qui vient pour la première fois, tu vas essayer, de lui faire des propositions qui vont lui donner envie de revenir aussi, voilà, c'est plein de choses. On a plein de chantiers en cours. On manque de temps, d'énergie et de moyens pour arriver à tout mener à bien, et on n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est une dynamique de progrès, quoi. Donc et c'est une réflexion qui est super intéressante, qui est assez récente dans notre secteur d'activité, parce que c'est vraiment une réaction aux évolutions justement du secteur, où avant c'était plus facile de drainer les gens, et maintenant, c'est plus compliqué parce que aussi, bah, chez toi, tu as Netflix, tu as T'as- Spotify, et tu as tout pour rester dans ton canapé, et tu te fais livrer à manger et tu sors pas de chez toi, et donc forcément, c'est compliqué de se motiver à sortir, aller, voir un concert. Mais voilà, du coup, c'est, sur quoi on mise? Les grandes salles misent sur les noms des artistes, sur la rareté des Mm. artistes, et cetera, voilà. Nous, on n'est pas sur les mêmes créneaux artistiques, donc on doit miser sur autre chose, et le côté, lieu de vie, lieu de sociabilité, bah, c'est ça qui est à développer, et surtout qu'aujourd'hui, c'est un vrai besoin. On parle beaucoup des tiers-lieux, et cetera, comme un peu le renouveau du café du village. Mais aujourd'hui, voilà, les salles de spectacle, nous, par exemple, avant, on était ouvert que quand il y avait un concert. Ah, maintenant, vous êtes ouvert, vous êtes une Maintenant, plage on est plus ouvert, large. tous les soirs. Mm. Hem, Mais donc voilà. ça m'amène à une question par rapport à ce que tu racontes là-dessus. Je sais que toi, depuis que je te connais, tu as transformé la salle de concert en un lieu de vie. Donc, quand tu le dis, ça fait écho parce qu'il y a le concert, mais il y a aussi des studios à côté. Je sais que, tu vois, quand tu dis le mot convivialité, je sais qu'on peut le prouver avec toi, puisqu'en soi, dans les studios, quand les gens viennent, ils passent autant de temps dans le studio qu'à côté en train de boire un verre ou de créer du lien. Pour toi, demain, si je te dis le mot-clé qui caractérisera les 4 écluses et qui caractérisera les salles de spectacle qui sont sur un territoire, ça serait quoi? Bah, pour moi, c'est vraiment, alors en un mot, j'ai pas le mot là qui vient tout de suite, mais le côté, voilà, lieu de vie, lieu de sociabilité, voilà, l'endroit où tu vas venir passer un bon moment, rencontrer des gens et vivre une expérience que tu peux pas vivre chez toi, qui n'est pas la même que celle que tu vas vivre sur ton canapé. Heu et donc pour moi, c'est vraiment ça, en fait, l'avenir et le développement, quoi. C'est vraiment, et puis il y a aussi un autre aspect qu'on développe, c'est aussi, aller au contact des gens. C'est-à-dire que nous, on a une salle de concert, Mmh. et c'est hyper facile pour nous de faire des concerts chez nous. Mais en fait, là où tu vas aussi aller rencontrer des gens, et cetera, c'est quand tu sors de ta salle. Mmh. Donc on va faire des concerts hors les murs, dans des endroits un peu atypiques, inattendus, qui vont, aller chercher des publics qui vont se dire: «Ah bah tiens, telle proposition, voilà, là on a un festival où il y a un concert, dans l'hôtel de ville de Dunkerque», voilà, et donc il y a des gens qui, voilà, c'est pas le nom de l'artiste qui va les attirer, c'est le fait de se dire: «Tiens, un concert de musique actuelle dans l'hôtel de ville». C'est l'expérience. Voilà, c'est une expérience, donc c'est savoir jongler un petit peu avec tout ça. Et puis il y a aussi, on essaye aussi de retourner un peu les choses, parce qu'on se pose des questions sur, voilà, l'impact, économique, écologique, Oui. sociétal de notre activité, et le modèle aujourd'hui du spectacle, est hyper, polluant sur, les déplacements du public. Mmh. Et en fait, du coup, c'est aussi si tu amènes le concert au public, et bah, du coup, tu Clairement. vas réduire ça. Et donc, par exemple, on organise une tournée en milieu rural, d'un groupe, qu'on fait, tourner chaque année sur la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, où ils vont faire, 5 concerts dans la semaine dans des petits lieux qui sont les lieux de proximité, là où il y a des gens qui habitent. Il y a un café du village, et bah, le Un groupe va aller concert. jouer là, et du coup, tu vas toucher à la fois des gens qui ne se seraient pas déplacés dans une salle de concert, et puis des gens qui sont contents qu'on vienne s'intéresser à eux sur là où ils vivent, sur leur lieu de vie, d'expérience sociale. Donc, c'est hyper important de repenser ça. Donc tu transformes en fait l'expérience client, véritablement, hein, parce que tout à l'heure tu as Ouais, utilisé ouais. le terme et je trouvais ça intéressant. Ah, c'est Ah, rare nous, on d'entendre. appelle ça des usagers, Ouais, parce voilà. que
parce qu'on n'est pas dans un rapport économique et de toute façon, à la différence d'une entreprise ou d'un privé, nous, on est associatif, on est subventionné. Mmh. Donc notre activité, elle a pas de marqueur économique de rentabilité parce qu'en fait, c'est pas rentable. Ça ne peut pas être rentable. C'est aussi pour ça qu'on a la chance d'être en France, dans un pays qui défend, la culture et la diversité et qui, du coup, la subventionne. Mmh. Mais donc voilà, une personne qui achète un ticket, ça ne couvre pas du tout, les frais du spectacle. Mmh. Donc c'est pas un client, c'est un usager qui paye une participation aux frais, en payant son ticket. Mais effectivement, on retrouve, ce lien, qu'il peut y avoir dans le côté expérience client, travaillé par les entreprises, ouais. Alors, tu me dis ça fait 20 ans, que tu es dans le milieu. Donc, à mes yeux, tu es jeune, mais aux yeux de ma nièce, tu es vieux. Bah ouais, je suis un vieux con. D'accord. Là-dessus, encore une fois, un parallèle avec le monde de l'entreprise. Comment tu réussis à satisfaire, encore plus pour vous, l'ensemble de la population que tu vas toucher, en ayant des codes différents à chaque fois, mais en faisant vivre une expérience unique qui est commune à tous? Je te préviens, j'avais préparé ma question. Ouais, ouais, et il y a pas de réponse toute faite à cette question, donc tu me poses un peu un piège. Non, je pense que moi, souvent, je dis à mon équipe, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est d'être has-been. Et donc c'est aussi, bah, dans les recrutements, comment tu fais une équipe homogène en termes d'âge, en termes de culture, artistique, et cetera. Comment tu fais, voilà, tu t'assures d'être au contact de gens de différentes générations, et cetera, pour rester, curieux et attentif aux attentes des uns et des autres. Je pense que le plus gros écueil dans lequel il faut pas tomber et qui est un peu un truc dans lequel on nous pousse politiquement, c'est de dire: «Il faut toucher tout le monde en même temps». Ça marche pas? Non, ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc l'intelligence derrière, c'est de savoir se dire: «Bah, en fait, on va ménager un truc qui va être équilibré où, bah, sur, telle soirée, on va toucher, des plus jeunes, sur telle soirée, on va toucher des plus âgés et on va essayer de créer des moments où on va regrouper tout ce monde-là». Mais le fantasme de toucher tout le monde tout le temps, la culture ouverte à tous, accessible à tous, je veux dire, ça n'existe dans rien. Mmh. Il y a rien qui fédère, tout le monde, tout le temps, et donc voilà, c'est savoir s'adresser à tous, mais ça ne veut pas dire que tu concrétises et que tu touches tout le monde. Donc c'est rendre aussi l'information accessible, claire, compréhensible, mais il y a certaines communautés qui vont attendre que tu leur parles avec leur code à eux. Donc Mmh. si tu fais un truc, accessible à tous, ils vont pas s'y retrouver. Donc c'est de savoir jongler entre tout ça et de créer un équilibre, en fait, sur ta saison, et c'est ce sur quoi on travaille et qui est parfois mal compris. Hem, on est sur un territoire et historiquement, il y a une période où la structure faisait beaucoup de blues et beaucoup de métal Mmh. et donc les fans hardcore de ces musiques-là nous disaient: «Ah, «On comprend pas, vous en faites plus». En fait, si, on en fait encore, Mais mais moins. on en fait moins parce qu'on doit aussi laisser de la place à d'autres esthétiques, aux esthétiques urbaines qui aujourd'hui ont pris beaucoup de place et voilà, et donc bien sûr que si, on continue à en faire. C'est un équilibre, donc chaque trimestre, on essaye qu'il y ait un concert de métal ou truc assimilé, un concert de rap, Mmh. enfin voilà, en fait, tout ça, c'est des jeux d'équilibre, c'est de la construction, en fait, et vu de l'extérieur, voilà, chacun prêche pour sa chapelle, donc tu as toujours des retours de Mmh. gens qui disent: «Ah, il y a pas assez de ça, il y a pas assez de ça, il y a pas assez de ça». Ouais, mais regardez la globalité, il y a un peu de tout. Alors pas Pour tout le tout, monde? tout, Ouais. mais on essaye que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais alors, ma question qui arrive là-dessus, qu'est-ce qui te permet, toi, aujourd'hui, en tant que structure encore une fois, hein, c'est marrant parce que, tu sais, le parallèle avec les entreprises est assez simple, mais qu'est-ce qui te permet de créer, en fait, le lien pour l'intergénérationnel? C'est-à-dire que concrètement, dans ce que tu me dis, je vois bien et j'ai bien compris le fait de prendre en compte des besoins de chaque population, mais concrètement, tu es d'accord avec moi qu'il y a quand même un ensemble, quelque chose Bien qui sûr. doit te permettre de tenir tout le monde. Qu'est-ce que tu fais pour créer du lien et pour réussir à faire que la structure soit vue comme intergénérationnelle, même si elle ne fait pas que ça? Et bah, c'est pas mal de projets, c'est notamment la partie de notre activité qui est moins visible, qui s'appelle l'action culturelle, qui est, un travail par l'entrée musique où on va aller s'adresser à des publics
dans différents milieux. Ça peut être en milieu scolaire, ça peut être, dans des EHPAD, dans des lieux de santé, ça peut être en maison d'arrêt et cetera. On va aller travailler avec plein de gens différents autour de cette entrée musique, donc des projets différents, avec des thématiques différentes et c'est l'occasion, voilà, de sensibiliser chacun à ce qui intéresse les autres et voilà et on a fait, par exemple, un projet de podcast, où on a fait, intervenir des adolescentes qui animaient un podcast en maison de retraite avec des personnes âgées autour de la musique. Ah bah, vous écoutiez quoi quand vous étiez jeune et cetera et c'est là que tu crées du lien et de l'intergénérationnel et et en faisant intervenir des artistes dans des contextes un peu spécifiques, ça fait que derrière, si tu as bien travaillé, quand tu vas programmer l'artiste et bah, ces gens qui ont été au contact de l'artiste vont venir par curiosité de se dire: «Ah bah, cet artiste est venu, nous faire un atelier d'écriture dans notre EHPAD, même si c'est pas notre style de musique, on va aller voir ce que ça donne, artistiquement» et donc voilà, sur certains concerts, on arrive à avoir des publics très variés, voilà, qui sont la résultante de plein de projets, de plein de travail qu'on peut mener, à différents endroits et c'est ça qui est intéressant. Donc la musique, tu la prends comme un vecteur à la base. De ce vecteur-là, tu l'utilises non pas juste pour dire de faire le concert qui est la mission première, mais tu vas aller chercher d'autres aspects qui sont sur le territoire ou avec d'autres acteurs pour utiliser la musique comme prétexte pour ensuite les faire revenir vers la salle, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais après, la finalité, c'est pas de les faire revenir vers la salle. C'est D'accord. vraiment nous, on est vraiment sur une vision de, l'épanouissement personnel par la musique, qui que tu sois, où que tu sois et quand que tu sois, enfin, quand que ça se passe et heu et donc la finalité, voilà, moi, je suis pas un privé, je suis pas là pour vendre du ticket. Mmh. Je suis content si j'arrive à faire venir les gens et cetera pour, voilà, créer des beaux moments. Mais la finalité, c'est d'abord et avant tout de permettre à des gens, par le contact avec la musique, de passer des bons moments, que ce soit des gens qui sont, en prison parce qu'ils ont fait une connerie et cetera, mais voilà, ou voilà, par exemple, en milieu carcéral, on a fait des ateliers, techniques du son pour que les détenus, apprennent à faire le son eux-mêmes et ça se termine par un concert où on fait venir un artiste dans la maison d'arrêt où c'est les détenus, Et faire le son même. qui gèrent le son. Enfin, voilà, c'est et donc on sait bien que, bah, les détenus, ils vont pas, aller au concert, Mmh. derrière puisqu'ils sont enfermés et Mmh. donc voilà. Mais la musique, c'est un vecteur pour apprendre des choses, pour passer des moments pour soi aussi. Il y a beaucoup de gens qui vivent des Mmh. choses, dans leur vie, socialement, médicalement, qui voilà, ont des difficultés et la musique, c'est aussi un moyen qui peut, leur permettre de passer des bons moments, d'oublier les soucis du quotidien donc voilà, la finalité, c'est pas en premier de les faire venir, à la salle et au concert. Après, si ça concrétise, c'est Ça bien, marche. mais voilà et c'est là vraiment la différence entre nos missions qui sont des missions, heu, quasi de service public Mmh. et les missions d'un privé qui va lui, voilà, avoir besoin de remplir sa salle et de vendre du ticket, à fond. Là, j'en profite, je vais te poser une question un peu piège et en même temps, sans pour autant, juger. Tu m'as dit tout à l'heure, ouais, on n'est pas une boîte, tu pas une entreprise, on est plus proche du service public et là, j'en reviens à tes, alors je vais me dire tes collaborateurs et collaboratrices, ta team, d'accord? D'ailleurs, mention à eux, pour Carrément. leur énergie et puis pour, surtout leur bonne humeur et l'éclectisme des caractères et des profils que tu as dedans. Par rapport à ça, quand on n'est pas une entreprise, ça veut dire qu'on n'a pas de business, ça veut dire que concrètement, il y a pas d'obligation. Ce qui veut dire que là-dessus, pour aller chercher la motivation et l'engagement des collaborateurs, c'est complètement différent. Alors, je sais que tu vas me dire: «Oui, c'est des métiers passion», d'accord? Mais la passion dure pas dans le temps. Et donc de ce fait-là, la question qui m'amène vers toi et qui encore une fois fait un parallèle avec l'entreprise, comment aujourd'hui une structure associative de passionnés, d'accord, c'est quoi les leviers que tu as pour réussir à motiver tes équipes et à leur donner envie de se dépasser toujours plus? Alors, avant de répondre à cette question-là, je fais une petite, parenthèse, mais, pour dire que la forme associative, c'est quand même une forme de business. La différence, c'est ce que tu fais de l'argent à la fin, mais tu peux gagner de l'argent sous forme associative. C'est juste que tu as pas le droit de le redistribuer entre les actionnaires. Mais voilà, ça reste quand même une forme de business. Moi, j'ai des équilibres à tenir.
et j'ai pas de machine à fabriquer de l'argent et donc l'argent que j'ai, je vais le chercher, et voilà, donc je voulais quand même apporter cette nuance-là parce que souvent il y a un peu, Mmh. des visions, là-dessus. L'association, c'est une forme d'entreprise, heu, sauf que ça a un but non lucratif, ce qui n'est pas la même chose, que les bénéfices. Mmh. Voilà. Pour autant, comment tu gardes la motivation? Bah, c'est en recrutant les bonnes personnes dès le départ parce que, en fait, effectivement, c'est des métiers passion et il y a des gens qui ont très envie de bosser dans notre secteur d'activité, mais effectivement, ça peut s'estomper avec le temps et cetera. Donc c'est d'essayer de sentir ça aussi dans les recrutements. Il y a vraiment des gens et moi, j'ai la chance de travailler avec des gens qui ont vraiment ça dans les tripes, qui prennent ça pour une mission. Voilà, aujourd'hui, on parle d'entreprise à mission, mais en fait, tu as aussi des gens qui sont des gens à mission et qui, dans leur vie, sont prêts à se dédier, comme des gens qui font de l'humanitaire ou autres, qui sont pas, des métiers, reposants et rémunérateurs et qui pourtant voilà et donc l'idée, c'est de construire une équipe avec des gens qui ont ça dans leur tripes et qui sont convaincus par, tout ce que je disais, les valeurs qu'on défend, la manière dont on travaille et qui vont savoir accepter de faire une croix sur un yacht et des vacances, magnifiques, mais pour faire un travail qui les éclate au quotidien. Moi, je le dis souvent, j'ai la chance je surkiffe mon métier et même si c'est pas facile tous les jours, je suis toujours hyper content d'aller bosser. Mes collaborateurs, collaboratrices, c'est des gens avec qui j'adore travailler, j'adore les voir et je suis toujours hyper content de bosser et c'est aussi voilà ça, c'est de créer une ambiance de travail, travailler vraiment les conditions de travail aussi. On a des métiers, avec des gros rushs d'activité, avec du travail le soir, Vos horaires sont décalés. nos horaires sont décalés, mais en même temps, on est ouvert tous les jours et donc tu as des gens qui bossent le soir, des gens qui bossent le matin, des gens enfin voilà, c'est Mmh. hyper compliqué. On a plein de projets sur le feu en même temps. Donc c'est d'arriver à équilibrer tout ça, à ce que tout le monde s'y retrouve et à vraiment travailler sur les équilibres, vie pro, vie perso et voilà, c'est vrai que souvent, on se dit: «Ah les gens qui bossent dans les Mmh. concerts, ils ont trop de la chance parce qu'ils voient plein de concerts». Ouais, mais en fait, derrière, il y a aussi beaucoup de responsabilités. Il y a aussi, beaucoup de risques et de tentations. Je veux dire, Mmh. on bosse en milieu festif, donc tu peux vite oublier que tu es Ouais, au travail et te faire happer par, par des l'ambiance, dépendances et des choses qui peuvent t'emmener dans des trucs qui sont pas cool. Donc c'est hyper important et c'est des sujets, qu'on traite de plus en plus. bah, alors je F t'embête par rapport à Vas-y. ça. Je viens de chercher, ir directement là. Si tu devais donner aujourd'hui 3 conseils, à une structure ou même qu'une entreprise, puisque tu l'as dit tout à l'heure, peut se retrouver là-dedans, ça serait quoi les 3 grands conseils hyper rapides que tu donnerais par rapport à l'engagement et la motivation, des collaborateurs qui, selon toi, sont les clés de succès? Bah, pour moi, c'est déjà d'être à l'écoute des envies et des attentes de chacun. En fait, D'accord. ton équipe, elle va s'y retrouver si à un moment, tu sais lui dire que, tu entends leurs envies, leurs besoins et Mmh. que tu vas pas construire ton projet tout seul. Moi, je suis directeur, alors c'est associatif, il y a un conseil d'administration aussi, mais globalement, c'est un peu moi qui écris le projet de la structure. Mais en fait, je l'écris pas tout seul. Je me OK. nourris de tout ce que j'entends, de tout ce que j'observe et j'essaye de faire un projet dans lequel chacun va trouver sa part Mmh. je m'y retrouve et j'ai envie. Donc ça, c'est super important d'être à OK. l'écoute. Ensuite, pour garder la motivation, c'est de travailler aussi l'ambiance au quotidien, la souplesse. Mmh. Je voyais, il y a quelques jours une très grande plateforme de streaming qui faisait une campagne de pub en disant, «Nos employés auront le droit de rester en télétravail parce que si on n'a pas confiance en eux, on les embauche pas» Mmh. et effectivement, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la confiance, c'est la souplesse. Hem, on a un cadre de Mmh. travail, mais en fait, il faut savoir s'adapter aux attentes des uns et des autres, aux besoins des uns et des autres. Donc c'est rester souple, et que chaque personne se sente considérée, en fait. C'est aussi ça et à un moment, si tu te sens considéré dans ton taf,
qu'à un moment tu dis: «Bah, moi je m'y retrouve pas là-dessus, mais en fait j'ai autre chose sur lequel je m'y retrouve», Ça a bien bah, joué. c'est là que c'est intéressant. Donc voilà, après, il y a plein d'autres, leviers, mais pour moi, en fait, souvent on a tendance à se dire, bah, il faut des primes, il faut un Mmh. avancement, machin. Oui, mais non, en fait, l'argent, ça fait pas tout et c'est aussi les conditions. Je veux dire, si tu t'éclates au quotidien, tu peux aller te faire débaucher par quelqu'un qui te propose plus dans des conditions de merde, Tu vas pas y aller. tu vas pas y aller. Mmh. Voilà. Alors, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. J'ai une grande question à te poser. Tu sais que lorsque j'ai développé le podcast Le Grand Écart, mon but était de montrer à chaque fois les grands écarts qui pouvaient exister entre les structures, entre les personnes, dans les processus. Et il y a un point qui me tient à cœur, c'est l'intergénérationnel. Aujourd'hui, si je te demande quelle est la personne la plus jeune dans ton équipe, tu me dirais qu'elle a quel âge? Presque 30. 30, d'accord. Ouais. Quelle est la personne la plus vieille dans ton équipe? Elle a 60, quelque chose. D'accord, OK. Comment tu réussis à faire cohabiter, ces générations? Tu sais qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème. C'est-à-dire que, concrètement, on se rend compte que les différentes générations ont des codes différents, des compétences différentes, des caractères différents, des manières de voir la vie différemment et des visions différentes du travail. Comment toi, en tant que directeur de structure, tu réussis à créer, encore une fois, hein, ce lien commun et à, fédérer, engager tes équipes? Bah, j'embauche que des gens curieux. C'est Merci, à bientôt, au revoir. voilà. Non, mais c'est hyper important, en fait, des gens qui sont curieux de l'autre, mais c'est aussi un truc un peu inné dans les gens qui veulent travailler dans notre secteur d'activité. À un moment, si tu es curieux de l'autre, tu vas être curieux de tes collègues et cetera et je pense que ça, c'est un atout, super fort, et puis bon, créer les conditions de tout le monde s'écoute et donc tout le monde se respecte, c'est hyper important. Mais tu vois, pour te raconter une anecdote de quand je suis arrivé il y a 7 ans, il y avait une personne qui aujourd'hui est partie, à la retraite, mais voilà, qui était proche de la retraite et qui avait, encore des responsabilités sur les soirées, donc à finir, le taf à 1 heure du mat et moi, dans un élan de gentillesse, je lui ai dit: «Bah, si tu veux, on peut se réorganiser pour que tu aies plus les responsabilités de soirée et que, voilà, je comprends que, passé 60 ans, tu as pas forcément envie de rentrer chez toi hyper tard» et en fait, elle m'a dit: «Mais, moi, si tu m'enlèves ça, tu m'enlèves tout» OK. et en fait, voilà, il y a tu c'est des questions de tempérament aussi, mais tu as des gens qui sont plus punk à 60 ans que d'autres à 20 et du coup, voilà, c'est trouver les bonnes personnes et créer un ensemble homogène de personnes qui vont, bien pouvoir bosser ensemble parce qu'elles s'écoutent, qu'elles se comprennent et qu'elles savent prendre en compte le fait que, on n'est pas des mêmes générations, mais en fait, on ça peut matcher quand même. Moi, je vois vraiment pas les trucs comme une question de génération, en fait. Mmh. Je trouve que cette question de génération, elle est trop souvent décorrélée d'une question d'état d'esprit et en fait, le tout, c'est l'état d'esprit. Tu peux mettre des gens de tous les âges, si tu arrives à créer un état d'esprit qui vont tous un peu dans la même direction et qui sont un peu tous là pour les mêmes raisons, ça va marcher tout seul, tu as pas à te poser la question. Voilà, après je peux comprendre que dans des entreprises où il y a des gens Mmh. qui sont là depuis très longtemps, sur des postes un peu isolés, voilà. Nous, on est une petite équipe, on est 12 personnes. On se voit au quotidien, on partage tous ensemble beaucoup de choses. Il y a pas de gens qui sont isolés sur un poste et qui Mmh. voient pas les collègues et ça, on essaye de le favoriser aussi. Les gens qui ont des postes un peu plus solitaires, on essaye Les ramener à l'éq de dans l'équipe? voilà, de faire des temps et c'est hyper important et puis on se ménage des temps en équipe, réguliers, J'en où, atteste, j'en atteste. voilà et où, voilà, on va, vider, notre «sac» entre guillemets, mais de manière, positive. On va choisir des thématiques sur lesquelles, voilà, on va discuter pendant, toute une journée ou 2 jours sur, bah, il y a telle question. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que ça fait débat? Est-ce que ça fait pas débat? Est-ce que tout le monde s'y retrouve? Et est-ce qu'il y a des gens qui le sentent pas et cetera? Et puis Mmh. on va en discuter. Là, on tente des nouvelles choses, qui Ouais. sont pas forcément, faciles parce que ça va bousculer un peu des gens. Bah, on a pris le temps d'en discuter en équipe, de ça va bousculer des gens, donc on va nous demander de nous justifier. Comment on Comment on fait? fait pour être à l'aise? Pour dire:
en fait, on n'est pas là pour argumenter, c'est notre vision des choses, donc on le fait pour ces raisons-là, on peut l'expliquer, Ça s'arrête là. mais ça s'arrête là parce que ça sert à rien de débattre avec des gens voilà, qui veulent juste l'affrontement. Et là-dessus, alors, si je reprends bien, premier lieu, curiosité, de l'écoute beaucoup, Ouais. de l'échange, parce que tu vois, quand tu me dis ça, du partage et de l'acceptation. En fait, les grandes clés de tout ce que tu m'as donné. Il me reste une question avant de terminer. Super. Ça va? Tu as quand même résumé là en 10 secondes ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est super, mais du coup, à quoi va servir ChatGPT? Bah ouais, on va en On parler. a Manu GPT. Manu GPT, je sais pas en parler, mais ma dernière question, elle va te paraître, encore une fois, hein, c'est sur toi, elle est pas méchante, mais elle est vraie parce que j'ai retenu ce terme-là et qui m'a marqué durant toute l'interview. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne, à une entreprise, à une structure associative pour pas devenir un vieux ou une vieille conne? Eh ben, j'ai pas la clé, mais c'est d'être curieux. C'est d'être curieux, d'essayer de comprendre ce qui se passe et de pas regarder les changements en se disant, «Ça me bouscule». En fait, c'est ça, c'est de pas se laisser bousculer par le changement et de pas voilà, je pense que tu deviens un vieux con quand tu pars du principe que si les jeunes font pas pareil que toi, c'est qu'ils se trompent et voilà, je pense qu'il faut être juste curieux, ouvert, observer, essayer de comprendre et puis même quand tu comprends pas, de te laisser glisser dans le moule du truc et puis voilà. Hem, il y a des clashs de génération, sur les manières de communiquer. Aujourd'hui, tu as des jeunes qui savent pas répondre à un mail et genre quand tu fais des recrutements par exemple, tu es des fois dans des situations un peu, tu es là genre: «Mais enfin, je t'ai envoyé un mail, tu réponds, c'est la base, tu veux bosser chez moi», mais en fait, ils ont pas les mêmes codes, donc à un moment, tu prends du recul et tu te dis: «OK, si ça marche pas par ce biais-là, on va le faire autrement» et voilà, mais il faut pas chercher à mettre les autres dans ton moule. Faut élargir ton moule, le garder comme tu as envie d'être pour toi, mais accepter que les autres, ont un moule différent et puis, on est tous faits pour vivre ensemble et pour s'entendre. Eh, les mots Ah reviennent, ouais. vivre ensemble. Aurélien, merci d'avoir pris le temps ce matin, d'avoir partagé avec nous ce temps de podcast. Merci pour toutes tes réponses qui étaient vraies et authentiques dans la manière de faire. On te retrouve où? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Si les gens connaissent pas les 4 écluses, où on te retrouve sur le net? C'est quoi la programmation? Donne-nous un peu envie. Et bah, vous pouvez, aller voir sur le site des 4 écluses, donc c'est 4écluses.com, 4 en chiffres et écluses en lettres et au pluriel puisqu'il y en a 4, hein, bien évidemment. Voilà et puis, soyez curieux, venez voir, des choses, voilà, si vous êtes sur le territoire, venez voir ce qui se passe et puis on a aussi, donc aujourd'hui le bocal des 4 écluses, qui est vraiment un lieu de vie, super chouette, autour de nos studios de répétition, mais qui est ouvert à tous et dans lequel, il y a plein d'animations, qui sont des choses un peu chouettes où tu peux venir, voilà, on a les soirées mélomaniaques où tu viens et puis, avec des gens que tu connais pas, tu fais écouter, une chanson que tu aimes bien et puis tu expliques pourquoi tu l'aimes bien, comme il y a des clubs de lecture dans les Mmh. bibliothèques et cetera. Mais la musique, à notre époque, comme je le disais tout à l'heure, on achetait un CD chacun et puis on se les prêtait, on écoutait ensemble, donc c'était un sujet de discussion. Aujourd'hui, tout le monde l'a dans ses oreilles et du coup, ça reste un truc qui se partage moins Mmh. et donc il y a plein de vecteurs et aller dans, des salles de spectacle et cetera, c'est l'occasion aussi de discuter musique avec des gens et de découvrir des nouvelles choses et de se laisser un peu porter. Donc, venez faire un coucou, venez discuter, vous serez bien accueillis Mmh. et puis soyez curieux et surtout, même si vous connaissez pas, c'est pas grave en fait. On va jamais vous juger parce que, vous connaissez pas tel ou tel artiste, on s'en fout, au contraire. Mmh. C'est encore plus chouette si vous connaissez pas et que vous venez Vous venez découvrir. découvrir. Oh, yeah, I know this one.